Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Ces dernières années, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de boîtes en tout genre, de licornes et d'échecs. Or, en France, celui ou celle qui entreprend ou qu'on voit sur les plateaux télé, c'est rarement la personne de la tech. Pourtant, derrière chacune de ces histoires, il y a toujours quelqu'un, une personne pour concrétiser tout ça avec les bonnes compétences techniques. Il y a 7 ans, j'ai rejoint une aventure en start-up, en tant que premier développeur, et j'en ai retiré ma plus grande expérience professionnelle. Quand je croise quelqu'un qui a ce même parcours, on peut se regarder dans les yeux et se dire toi-même tu sais. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions. Suis-je fait pour rejoindre un projet entrepreneurial et quels sont les pièges à éviter? Pour ça, je reçois Alexandre Jomain de la société Asphalt. Salut Alex, est-ce que tu peux te présenter? Salut Ludo, eh bien écoute, moi c'est Alexandre Jomain, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et je suis actuellement CTO, comme tu l'as dit, chez Asphalt. Bon, qu'est-ce que ça fait Asphalt? Chez Asphalt, écoute, on met en place de la mobilité douce et tout spécialement avec le vélo, on aide les entreprises à mettre leurs collaborateurs ou leurs clients sur des vélos, essentiellement. Ok, cool, cool projet. J'imagine que ça fait partie des raisons qui t'ont plu chez Asphalt. Je sais que tu es un grand amateur de vélo. Ouais, effectivement, le vélo, ça fait partie pas de mon quotidien, bah, depuis peu dans ma mobilité, on va dire. Depuis 1 an et demi, c'est vrai que je circule beaucoup plus en vélo. Et sinon, si on monte un petit peu plus, je pratique le VTT depuis que je suis ado, donc le vélo a toujours fait partie de ma vie, en tout Ok. cas. Donc c'est effectivement, ça en fait partie pourquoi je suis là, chez Asphalt aujourd'hui, c'est certainement aussi pour ça. Ce que je te propose, c'est que donc tu as un parcours où bah, t'es arrivé. Ça fait combien de temps que tu es chez Asphalt? Écoute, ça va faire 4 ans très Ok, bientôt. donc tu as bossé à peu près 15 ans avant Asphalt, c'est ça, je pense. C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Euh, C'est à peu donc près ça. on va essayer de réfléchir à. C'est ta première startup en tant que CTO et premier développeur? Effectivement, c'est mon premier poste de CTO et c'est la première fois que je rejoins une aventure from scratch. C'est-à-dire on est parti de la feuille blanche. J'ai rejoint, dans les tout premiers mois, si tu veux, le projet s'était un petit peu lancé, avant que je puisse arriver. Mais oui, je suis arrivé au tout début, il y avait rien sur la partie technique en tout cas, rien n'est tout était à faire, en fait. C'est la première fois que ça On m'arrive. on va essayer de voir un petit peu la démarche et peut-être qu'on a des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent: «Tiens, est-ce que j'ai envie de rejoindre une aventure, start-up?» Et on va dérouler pour essayer de débunker tous les pièges et les questions qu'on peut se poser et les boulettes qu'on peut faire. Et déjà, première question, comment t'en es arrivé là et qu'est-ce que tu as fait pendant 15 ans avant? Ah, en résumé. Heu, Écoute, si on le fait en ordre chronologique inverse, avant ça Asphalt, je travaillais chez un hébergeur cloud, du groupe Iliad qui s'appelle Scaleway, qui était entre Paris et Lille. Donc j'étais dans les bureaux de Lille pour ma part. J'ai dû bosser là quelque chose comme 3 ans, 3 ans et demi, je sais plus exactement. Juste pour préciser, Donc Skyway, tout c'était un contexte particulier quand même, donc en mode un peu scale-up, gros Ouais, recrutement carrément scale-up, ouais. en permanence. Gros recrutement, des palanquets, de personnes tous les lundis matins qui commençaient, moi, quand je suis rentré, je pense qu'on était une centaine et quand je suis parti, ça devait friser les 500 donc effectivement, scale up, quoi. Vraiment, donc ça c'est une boîte qui avançait très, 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 très vite, c'était, vraiment passionnant parce que, techniquement très challengeant dans un milieu, avec de grandes exigences, derrière c'est Xavier Niel, hein. Donc sur le plan technique, c'était très, très, très intéressant. Sur le plan humain, il y aurait peut-être des choses à discuter dans le sens où dans une scale-up, l'humain, c'est toujours compliqué quand tu onboardes autant de personnes à la fois. Des fois, c'est pas sans heurts. En tout cas, il y a eu des choses effectivement, un peu, que je jugerais de discutables et cetera. Forcément, quand tu fais bosser des gens, ensemble, enfin d'une équipe d'ingénieurs, par exemple, qui a 200 personnes, sans règles forcément établies, c'est des fois un petit peu des situations compliquées, ouais. Mais j'en garde un souvenir, ça mis de côté, très, très positif, ouais. J'ai appris énormément Ok, là-bas, en tout forte cas, expérience. et ça m'a rendu ouais, ouais, ça m'a rendu peut-être un petit peu, comment dire? Assez, maniaque de tout ce qui est automation et cetera, et j'ai appris énormément Ok, là-bas, quoi. et donc avant? Écoute, avant ça, je travaillais dans une entreprise que tu connais bien, Ludo, puisqu'il s'agit de Xi. Tu y as sévi même si on ne s'est pas croisés.
directement. Je suis passé chez XI qui était une, je dis était puisque la boîte n'existe plus maintenant. C'est une start-up du groupe Mobivia qui faisait de l'IoT dans l'automobile. Donc l'IoT pas dans les tracteurs cette fois, mais dans l'automobile. Petite structure. Petite structure, je crois que dans les périodes les plus grandes heures, on devait être une petite cinquantaine avec une équipe technique qui devait être autour de 15-20 personnes, je ne sais plus exactement. Entreprise, expérience très intéressante aussi, où j'ai appris énormément. Notamment, c'est là où j'ai découvert le Go, à l'époque. Langage, qui me suit encore aujourd'hui, mon langage de prédilection. Et puis j'ai aussi croisé pas mal de talents là-bas, c'était hyper OK, intéressant. et avant? Et avant ça, encore avant, écoute là ça commence à remonter, c'est marrant, mais je bossais dans une petite boîte, du Nord qui s'appelait à l'époque Snow White, qui avait été rachetée par Seven Digital, depuis, qui était, spécialisée, encore rien à voir encore, hein, dans le streaming musical, mais c'était un peu avant l'hégémonie de Spotify et Deezer. Donc on a fait des projets sympas. Typiquement, on avait fait le 1 site de streaming de la Fnac, par exemple. Donc c'était, des projets super intéressants et pareil avec une équipe fort sympathique et avec qui j'ai encore contact, avec qui j'ai de temps en temps. Et encore avant ça, j'avais bossé dans le e-commerce, et cetera, et mes premières armes, voilà, où là, on codait à l'époque sur, enfin, pour le navigateur, je faisais du web donc, et le navigateur en vigueur, c'était Internet Explorer 6, donc ça commence vraiment à remonter, quoi. Des Mes premières armes, en tant que développeur web, c'était là-dessus, des quoi. merveilleux souvenirs, je n'en doute pas. Ah oui, 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 j'en pleure encore des larmes de sang, je me réveille la nuit, je pense encore, hein. Bon, Et encore avant ça, si on remonte vraiment au tout début, j'étais, en fait, ingénieur du son. J'ai fait un virage professionnel à 27 ans. Je suis parti dans le web, dans cette première expérience pro en tant que développeur, là où effectivement je bossais, je faisais pas mal de e-commerce et des outils web déjà à OK. l'époque. Donc on va se repositionner un peu chez Voilà. Skyway, boîte qui Ouais. grossit hyper vite, plein de problématiques où, voilà, hyper enrichissantes, mais où peut-être tu te retrouvais pas trop et tu as donc, rencontré le fondateur de ta boîte actuelle, que tu connaissais peut-être même d'avant. Comment tu es arrivé chez Asphalt? Ouais, parce que en fait, donc Jean-François, pour pas le nommer, Jean-François Dino qui a fondé, Asphalt, c'est quelqu'un que j'ai croisé chez XI, pour le coup, pas chez, Scalaway. Et on a un peu travaillé ensemble, mais pas plus que ça. Et il s'avère que, je sais plus, c'était en 2020, je crois, Jean-François m'a recontacté, en disant: «Tiens, je suis en train de monter un projet autour du vélo, est-ce que ça t'intéresserait pas?» et cetera. Donc de fil en aiguille, en discutant un petit peu avec lui, voilà, le fait est que j'ai rejoint le projet quelques mois après. Après quelques discussions, voir un petit peu de quelle était l'ambition du projet, un peu qu'est-ce qu'on allait mettre en place, comment ça allait se passer, les ambitions, le business plan, ce genre de questions qui me permettaient de voir un petit peu où j'allais mettre les pieds. Parce que même si effectivement Scalaway, ça n'a pas toujours été facile, au début j'ai eu du mal à trouver ma place, surtout sur le plan humain, comme on l'a souligné. Au final, j'avais quand même une équipe d'ingé hyper compétent et on avait fait notre trou entre guillemets, ça se passait beaucoup mieux à la suite de mes débuts, puisque je suis quand même resté plus de 3 ans, hein, et voilà donc, je sais plus ce que je disais. Ben, on va se Ok. remettre à la place Ouais, d'une personne qui rencontre une autre personne et on lui présente un projet. ok. Et ce projet, en fait, il t'interpelle, il te plaît. Là, en l'occurrence, voilà, ça parlait de vélo, toi, ça t'a parlé tout de suite et tu t'es dit: «Tiens, j'ai envie de l'aider, je vais peut-être rejoindre son projet». Donc ça, c'est un peu la situation que plein de développeurs, de base, peuvent se dire: «Mais ce truc, c'est fait pour moi, j'adore le projet». Quelles sont les questions à poser au fondateur pour toi? Tu as parlé vite fait de business plan et tout, mais en vrai, tu y connais rien en business Ouais, pour plan. moi, c'est ouais, ça me revient ce que je voulais dire, c'est-à-dire que j'avais quand même une situation stable, tout ça pour dire que j'avais quand même une situation stable et que je voulais un petit peu savoir où j'allais mettre les pieds. Et pareil, hein, fort des expériences passées, pour moi, savoir voilà, qu'il y avait un business plan, qu'il y avait, un vrai marché en face, plutôt que de dire, «On a trouvé une idée tech, le business plan arrivera après». Ça, j'y crois pas ou plus. Voilà, moi, je voulais savoir effectivement comment ça allait fonctionner ou comment allaient fonctionner les revenus de la boîte, sur quel modèle et cetera. Donc ça, je pense que c'est, évidemment une question qu'il faut challenger quand tu rencontres quelqu'un, voir un petit peu quelle crédibilité tu peux donner au projet.
Alors je voudrais mettre un petit Hem, disclaimer là parce que ouais, le 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 projet que le fondateur va vous présenter, c'est jamais ce qui va se dérouler dans la vraie vie. Et en fait, tu vois, je vois, ça te fait marrer. Mais en fait, le premier business, plan que tu as sous les yeux où tu te dis: «Ah ouais, c'est super et puis, dans 5 ans, regarde, on sera là et la courbe, elle va être incroyable». Et toi, ça t'envoie des étoiles, ça te met des étoiles dans les yeux. Bon, beh, mais c'est pas ce qui va se passer, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de se donner une idée de qui sont tes clients, qu'est-ce que tu penses tirer comme valeur de ces clients-là? Et est-ce que toi, ça te paraît cohérent avec ta vision tech où finalement le business et le commerce, tu y connais pas grand-chose, mais il faut pas que tu trouves ça complètement, démesuré ou délirant, quoi. C'est ça? en décalage, ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la version que tu vas entendre au début, c'est une version très, très optimiste, de ce qui pourra se dérouler et c'est vraiment le best case, mais l'idée, c'est de voir, de sonder un petit peu derrière, la trame, le business plan, le marché, comment ça va fonctionner, quelles vont être les sources de revenus, tout bêtement, quand est-ce qu'on va générer du profit, et du revenu, ne serait-ce que du revenu. Ça, c'est voilà, c'est la viabilité de l'entreprise et ça permet de voir un petit peu, si les personnes que tu as en face se sont posées les bonnes questions, je pense. Et ça, c'est essentiel, quoi, c'est Bon, et ben pour la peine, parlons, directement de tu avec, la personne là qui te propose un job, parce qu'on parle pas d'être, cofondateur, ce qui est encore un autre délire. On te propose d'être le premier employé et ça veut dire que tu dois négocier tes conditions d'embauche. Heu Est-ce que qu'est-ce que tu dois attendre du fondateur? Est-ce que tu dois dire: «Bon, tu vas travailler pendant des mois sans être payé tant qu'on n'a pas de produit»? Qu'est-ce que tu vas avoir? Des parts dans l'entreprise, des BSPCE, un salaire? Est-ce qu'il y a des RTT? Est-ce qu'il y a des tickets resto? Est-ce qu'il y a tout ça? Ouais, mais ça te fait aussi ouais, marrer. ouais. Ouais, ça oui, Qu'est-ce qu'on attend en fait de c'est de juste cette embauche? c'est difficile d'avoir une réponse toute faite, en fait, à cette question parce que chacun a ses attentes et je pense qu'en fonction de ton âge aussi, tu as pas du tout les mêmes attentes donc voilà, quand tu as plusieurs enfants, un crédit sur voilà, tu es un peut-être que tu es, plus, précautionneux, j'ai envie de dire, sur ces conditions-là. En tout cas, oui, déjà, tous ne rejoignent pas une entreprise, en étant payés, quoi, parce que Pôle emploi est le plus grand le plus grand investisseur, en France, on va dire, pour ce genre de projet. Donc il y a des gens, en fait, qui se lancent là-dedans suite à une rupture conventionnelle et cetera. C'était pas mon cas. Hem, donc moi, je suis parti avec un salaire, mais effectivement, il existe plusieurs, façons d'être, «rémunéré» entre guillemets, de l'engagement et de la confiance, qu'on accorde en fait aux porteurs de projets. Tu as parlé des BSPCE à l'instant, c'est un mécanisme qui permet, je crois que c'est les bons de souscription pour le créateur d'entreprise, si je dis pas de bêtises, qui sont des droits de pouvoir acheter des actions à un prix préférentiel. En gros, voilà, le jour où si jamais tout va bien, si le business plan, se déroule correctement, tu es en mesure d'acheter des actions à un prix préférentiel, ce qui fait que, voilà, tu vas avoir un petit peu de rentrée d'argent qui pourra compléter peut-être la perte de salaire que tu as eue quand tu es rentré au tout début, Ouais, c'est dans les l'entreprise, quoi. BSPCE, c'est un truc qui est vraiment mal compris. Tu as par exemple, l'entreprise, elle vaut, je sais pas, à la création, elle vaut 200 000 €. Bon, et puis il y a tant de parts dans ces 200 000 € et la part, on va dire qu'elle Ouais, vaut les actions 10 de € Cerise, et et on va te dire: «Je te donne le droit d'acheter 500 parts à 10 €. Par contre, tu le fais pas tout de suite. Tes parts, elles ne t'appartiennent pas». Souvent, il y a même des conditions restrictives, genre tu as tes 500 parts, tu les auras au bout de 3 ans. mmh, tout à fait, ouais. Et Ça, et souvent par contre, au bout de 3 ans, tu peux acheter tes 500 parts à 10 €. Donc tu devras, sortir, 5 000 € et ces parts, elles sont à toi. Sauf que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, l'entreprise, elle aura grossi, la valeur de la part est censée être bien supérieure et donc ta part, potentiellement, à la revente, elle vaut p plus 10 €, elle vaut peut-être 100 € dans le meilleur des cas, tu auras fait x10. Bon, et donc ça a de la valeur. Si tu achètes tes parts, tu es pas obligé. Si tu quittes ton entreprise entre-temps et que tu as pas acheté tes parts, bah, en fait, tu les perds et tu les as plus. Et tout à si fait. ton entreprise est rachetée un jour à une certaine valeur, c'est là que toi, tu vas débloquer tes BSPCE, tu vas acheter tes parts et ces parts seront immédiatement rachetées par quelqu'un d'autre à une autre valeur. Voilà, Et c'est là que tu fais ta plus-value. c'est Donc c'est vraiment
c'est là où ça devient C'est là où intéressant, ça ouais. devient intéressant. Donc c'est vraiment un pari sur Mmh. l'avenir, sur le fait que la boîte a pris de la valeur et sur le fait que quelqu'un, s'est intéressé à ta boîte et l'a rachetée. Ouais, ouais, il faut que les planètes s'alignent, quoi. Mais si effectivement ces planètes s'alignent, ça peut être un moyen intéressant d'être récompensé à hauteur de ton investissement, et de la concession de salaire éventuelle que tu as fait pour entre si imaginons tu bossais dans une ESN et que tu as décidé de rejoindre une, toute petite structure qui se lance, peut-être que tu auras fait une concession de salaire ou de je sais pas quoi, de conditions, de congés ou je ne sais pas quoi. Voilà, potentiellement, peut-être, ça sera payant à la fin, quoi. Mais comme tu le dis, c'est pas avant 3 ans généralement et ça reste, OK. hypothétique. On peut parler de quoi d'autre comme avantage? Liberté, souplesse de Bah, travail? ouais, là, ça, je pense que c'est effectivement tout mettre sur le dos de la rémunération, c'est peut-être pas, suffisant. C'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il faut voir l'enveloppe globale. Il y a le sens aussi pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Asphalt, c'est que, voilà, j'avais 40 ans, crise de pas la midlife crisis, mais Faut peut-être que pas je loin. fasse quelque chose J'ai pas pour mes encore acheté de enfants. décapotable. Ouais, vite, dépêche-toi. Donc voilà, moi, il y avait la notion de sens, j'avoue que, bah, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt bien chez Scalaway, hein, au final. Disons que j'avais un boulot stable mais en termes de sens, bon, c'était, peut-être un peu moindre que ce à quoi j'espérais. Donc il y a ça, il y a la pourquoi tu te lèves le matin, hein, si on peut ranger ça dans une case et après, oui, il y a la liberté de travail effectivement, les conditions qui permettent d'être peut-être un peu plus souple, de mêler plus facilement de concilier vie perso et vie pro. Même si on en reparlera, c'est à Après double ça tranchant. ouais, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça peut être à double tranchant et de flouter la frontière entre les 2. Effectivement, ça peut être bien dans un sens, et peut-être, mal dans un autre sens. On y reviendra certainement. Voilà, il y a tout ça à mettre mais à nouveau, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir une réponse toute faite dans le sens où ça dépend des envies de chacun et peut-être de ton moment de vie aussi, quoi. Où tu en es, par rapport à ta carrière, et OK. cetera. Donc on en est là, le projet te plaît, la rémunération, te convient dans au moment de ta vie, parce que le moment de ta vie, c'est un truc important, quoi. Tu as négocié potentiellement des BSPCE ou ce genre de choses, hop, tu démarres. Et là, tu arrives, 1er jour au boulot, page blanche, il y a zéro tech qui existe. Comment tu gères la page blanche où c'est un truc vraiment, moi, dans ma carrière, j'ai rarement eu une page blanche. C'est un truc quand même hyper Mmh. particulier. Par quoi on commence? Par contre, comment pareil, ça va dépendre énormément de la mission, mais en fait, je suis assez partagé parce que d'un côté, c'est un peu un vertige. Tu te dis: «Par où je vais commencer?» Faut absolument que je réfléchisse où je dois mettre de la valeur directement. Et c'est aussi à la fois, hyper, stimulant intellectuellement parce que tu sais que tu as plein de trucs, à faire et généralement dans ces débuts-là, la boîte n'a pas encore trop de clients, donc ça te permet effectivement tu pas encore trop de run à faire généralement, donc tu peux, généralement coder à longueur de journée, à longueur de semaine et c'est assez, satisfaisant intellectuellement. Disons que tu as du biscuit, à à moudre, ça veut rien dire ce que je dis, mais voilà, tu des biscuits à moudre, ça veut rien dire. Bref, tu as quand même pas mal de trucs où tu peux te consacrer sur une tâche sans être interrompu. Ça, c'est quand même assez rare dans notre métier aussi, une fois que tu as du run, tu Ouais, commences tu pas de à être client, t'as pas de sollicité à droite à support. gauche. Ou ouais, donc ça, c'est un moment, très spécial quoi, dans une vie d'entreprise et ça arrive très, très rarement. Je pense, dans nos carrières. Donc là, c'est assez cool. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas non plus céder au chant des sirènes. Et je pense que l'erreur la plus grave que tu pourrais faire, c'est céder au hype-driven development, où tu vas aller essayer des trucs que tu te dis, bah, j'ai jamais eu l'occasion, j'aimerais bien aller essayer ça, c'est l'occasion ou jamais. Bah, je pense que ça, c'est une erreur criante parce que tu as déjà plein d'inconnus et en plus tu t'en rajoutes une sur la techno, une techno que tu vas pas connaître. Si imaginons tu changes le langage ou je sais pas quoi. Pour moi ça c'est, vraiment une erreur à ne pas commettre, parce que tu es certainement en train de faire un mauvais choix et que derrière tu sais pas exactement comment ça va se dérouler et déjà que comme je le disais, il y a énormément d'inconnus, tu t'en rajoutes une belle là. Il y a un autre truc aussi, je te laisserai rebondir après, hein, c'est le nommage en fait, ça c'est une petite anecdote, c'est qu'en fait tu vas nommer des concepts et cetera et ça c'est vraiment une étape importante pour moi parce que typiquement si tu conceptualises pas bien, les choses, c'est généralement des bugs ou des petites typos, des trucs, des mauvais nommages que tu vas traîner pendant 3 4 ans derrière, que tu vas avoir du mal à changer. Ça, c'est vachement important de bien nommer, les choses
Camus disait, je crois, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, un truc comme ça. Et je pense que ça, c'est hyper important de bien se prendre la tête en disant, bon, alors ça, c'est quoi, comment je vais le nommer, qu'est-ce que ça fait, Ouais, mais etc. ça demande une maîtrise du métier, ça. Ouais, ça demande de savoir où tu mets les pieds. C'est pour ça qu'il faut, je pense, pas se précipiter non plus. Alors, c'est-à-dire qu'il faut quand même, je pense, avoir une bonne compréhension de ce que tu veux faire avant de te C'est lancer qui ton et interlocuteur dans pas ces te cas-là? faire. Le fondateur? Bah, c'est un petit peu les gens qui t'entourent à ce moment-là, je pense, peut-être un peu aussi ton réseau, tu vois? Moi, je sais que, bah, tu en fais partie, Ludo, je dis quand j'ai un doute technique, quand j'ai besoin de challenger un truc, bah, je sollicite des amis proches ou quand tu es tout seul, il faut avoir un sparring partner, quoi, parce que sinon, tu risques de rester dans ta vision qui est potentiellement fausse. Et sur des choix qui sont structurants, je parle de nommage, des trucs comme ça, ou des choix de techno, bah, tu risques de le traîner encore très très longtemps après. Donc ça, c'est un truc assez important. Et je pense aussi, bon, un autre chapitre, enfin, il y a plein d'idées qui me viennent, mais il faut prendre le temps de mettre en place les bonnes pratiques, typiquement de la CI/CD, des choses où tu vas pas produire directement, mais tu sais que derrière, ça va te le rendre au centuple, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire chez Asphalt. Au début, je n'ai pas codé, j'ai juste mis en place la CI/CD et je suis super content aujourd'hui parce que ça nous a fait gagner un temps de ouf, quoi. Et quand tu dis CD, ça veut dire que très vite, tu as eu un truc, même vide, en prod? Tu as une co Ouais, ouais, bah, tu vois, j'ai eu Hello World, je crois, sur l'API, le premier truc, c'était ça, quoi. mais déployé sur un service que D'ailleurs, tu payais quelque part et tout ça? c'est ça, ouais, ouais, sur un Cloud Run, tu vois, GCP. En fait, j'ai essayé de faire, bah, ma factory, tu vois, un petit peu, de déploiement logiciel, je voulais que tout fonctionne avant qu'on y aille, quoi. Bon, ça a pas duré, 4 mois non plus, hein, mais c'était, je pense, on parle en semaines. Pour moi, c'était obligatoire de commencer par ça parce que, derrière, ça allait me faire gagner du temps, quoi. Au final, c'est un gain de OK, temps. donc Tu vas plus vite, tu produis de la qualité, c'est aussi important, on y si reviendra. j'essaye de résumer, le Et conseil que tu donnes, c'est, rester dans sa zone de confort techniquement parce que tu as pas le temps de galérer à découvrir une techno et de prendre des risques, sur des trucs que tu connais pas. Ta zone d'inconfort, elle est sur tout ce qu'il y a autour, la boîte, où on va, les clients, le business et tous ces trucs que tu connais pas trop. Mets-toi Donne-toi les outils pour la productivité avec CI/CD et compagnie et essaye de réfléchir un minimum à ce que tu vas faire avec un cadre que tu vas essayer de ouais, respecter, quoi. ouais, c'est ça, c'est-à-dire pose les fondations et tu construis la maison au-dessus, quoi. C'est un Mais le peu plus ça, vite quoi. possible, parce que ce temps-là, il faut quand même le justifier, à ton C'est ça, c'est là entourage. où tu mets le curseur, quoi. Ouais, 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 c'est ça, hein, mais il faut que ce soit, voilà, il s'agit pas de se mettre dans 4 mois de configuration, ça n'a pas de sens, mais voilà, tu mets le curseur où là, tu estimes que tu as fait le MVP dans le sens où, après tu peux aller de l'avant et tu sais ce que tu as fait va te faire gagner du temps, au long terme, quoi. Pendant ce Et temps-là, il y a les voilà. fondateurs, ils ont besoin d'outillage pour, contacter leurs clients, avoir un site vitrine, faire des formulaires, des sondages, tâter le marché, faire des trucs. Donc, il va se développer plein de fichiers Excel dans tous les sens, c'est à peu près sûr. Oui, Comment tu oui. maîtrises ça? Bah, ça je sais pas si je maîtrise ça, mais c'est un point de vigilance en tout cas parce que ce que tu décris là, ça s'appelle la shadow IT en fait, hein. C'est, les petits outils qui vont se développer à droite à gauche, typiquement sous forme de spreadsheet et les gens, bon, c'est presque légitime quoi. Ils ont envie d'avoir des outils, ils ont bidouiller des choses dans leur coin. Je pense que là où tu as perdu la bataille, où tu t'y es pas intéressé assez vite, c'est quand cet outil-là devient la référence et la source de vérité dans ta boîte. Là, je pense que le CTO, le tech lead, j'en sais rien, a perdu parce que là, il s'en est pas aperçu, assez tôt et après pour faire changer les habitudes, bon courage, quoi. C'est vraiment ça, c'est un point de vigilance. Est-ce que je sais le faire? Mais je pense que Est-ce que c'est grave? si j'ai un conseil à faire passer, c'est que bah, je pense que ça dans quelle mesure, ça dépend, mais si ça devient la logique métier, la source de vérité du corps de ton business, ouais, je pense que c'est un peu dangereux, quoi. Si tout est dans un spreadsheet, si je dois donner un conseil, c'est peut-être sensibiliser les gens. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au début. C'est, dites-moi si vous avez besoin d'un outil. On parlait de, je sais plus, au début, je devais dire, est-ce que je concentre mes efforts au bon endroit? Euh, et c'était de dire aux gens, si vous avez besoin d'outils, dites-le moi, quoi. N'hésitez pas à me dire si je me concentre pas sur le bon outil, revenez vers moi. Et tu vois, quasiment toutes les semaines, leur dire, quoi. OK. Donc Voilà, c'est sensibiliser. plus un conseil qu'une façon de faire. Ouais, Ouais, ça marche. sensibiliser, ouais. C'est ça, je pense qu'il faut dès le début, ouais, jouer carte sur table en disant: «De toute façon, je pourrais pas tout faire du premier coup, ou en même temps, donc n'hésitez pas
à me dire, à me challenger là-dessus, quoi. Il y a plein d'outils dans une boîte, que moi je connaissais pas vraiment. Il y a les outils de suivi de clientèle, les outils de support, il y a les outils, les CRM, les ERP et compagnie. Hem, Est-ce Mmh. que tu as appris toi ou tu connaissais déjà tous ces trucs avant? Et comment est-ce que tu conseilles, le CEO, le fondateur, sur, ces outils-là? Et est-ce que c'est ton rôle d'ailleurs? Je me suis aussi souvent posé la question. Bah, ouais, c'est des outils que j'ai un peu découverts, aussi, hein, parce que les CRM, tout ça, j'avais pas forcément été, j'ai pas forcément côtoyé ces outils, tout le temps dans ma carrière et l'idée, en fait, ça a été, enfin, c'est presque du bon sens, hein, c'est de pas réinventer la roue. Il y a déjà des choses qui existent sur étagère. Typiquement, notre CRM, bah, on utilise quelque chose qui est dans le marché, hein, à savoir HubSpot. Pour tout ce qui est facturation aussi, on s'appuie sur un outil. Voilà, on essayait de j'essayais de pas réinventer la roue. Pareil pour tout ce qui est, en tech, peut-être plus, pur et dur, mais je savais qu'au début, j'allais pas me repalucher un système d'authentification, d'autorisation. J'allais utiliser, ben, j'utilise Keycloak en l'occurrence, qui est un SSO, dans notre stack. Voilà, l'idée, c'est de s'appuyer quand même sur des choses existantes et de sensibiliser les gens. Bon après, je pense que les gens, sont contents parce que si tu identifies bien le besoin et que tu as la bonne réponse technique avec quelque chose qui est déjà sur étagère, les gens sont contents parce que ça répond un petit peu à ce qu'on disait sur la Shadow IT. Ça permet peut-être d'endiguer, la création de ces outils si tu arrives à fournir des outils qui répondent à leurs besoins, quoi. OK, mais par contre, tous ces outils, il faut les orchestrer. Là, il faut en avoir conscience et toi, tu es un peu au milieu de tout ça, donc ça veut dire que tu as des webhooks un peu dans tous les sens pour faire des trucs, quoi. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est d'avoir, bah, quelle est la source de vérité, quoi. Typiquement, je te parle d'HubSpot. Il y a un moment, les clients vont se rejoindre, enfin, vont se retrouver dans notre système d'information et j'ai tout de suite, essayé de faire des systèmes d'import pour que la clé, l'identifiant de l'entité HubSpot, se retrouve dans notre système d'information, pour éviter que, tu vois, quand tu dois réconcilier des informations, ça devient une galère. Enfin, on est tous passés par là. Quand tu dois rapprocher des emails, des comptes entreprises, enfin, c'est une tannée, quoi. C'est comme merger deux systèmes d'information. Toi-même, tu sais. Donc voilà, j'ai essayé, tu vois, de réfléchir à ça dès le début. Donc ça, c'est pareil. Je pense que si tu fais pas dès le début, après, pareil, tu as perdu la bataille. Après, tu prends cher quand tu dois rapprocher les différentes choses, quoi. Donc, même si tu utilises c'est pas un aveu d'échec, hein, d'utiliser, je pense, des outils extérieurs. Au contraire, je pense que ça te permet peut-être de répondre plus vite à tes problématiques. Mais il faut pas perdre de vue que peut-être tu vas devoir te faire discuter les systèmes d'information et ça, il faut l'envisager dès le début, quoi. Ouais, donc nouveau conseil, hein, vous n'êtes pas là juste pour développer un produit. Votre job, c'est aussi de répondre aux attentes techniques de l'entreprise et les attentes tech, elles sont autour de la gestion de la data, de la gestion des clients, de tous les outils internes, de plein de choses, quoi. Donc l'univers est hyper, hyper vaste et il faut s'y intéresser. C'est aussi pour ça que c'est aussi important de s'intéresser au business de la boîte et la façon dont les autres corps de métier marchent, quoi. Carrément, et puis après tu vois, une fois que tu as des clients, tu as le support qui arrive, il y a plein de choses, effecti c'est tout un écosystème, quoi, une galaxie d'outils que tu vas devoir mettre en œuvre. Et comment tu documentes tout ça? Alors, vaste sujet, j'ai tenté, bah, ça fait partie aussi des bonnes pratiques que j'ai essayé de prêcher, au début, chez Asphalt, tu sais, de mettre en place, de la documentation. J'ai bossé chez Scaleway avec des mecs qui étaient ouf de la documentation et j'ai appris un peu ça, de là-bas. J'ai amené ça. C'est pas simple parce que je pense que systématiquement, quand tu parles de la documentation, à des techs, voire même à des non-techs, bah, il y a toujours un petit peu l'idée préconçue que ça va être une perte de temps et qu'au final, bah, si je fais de la documentation, je fais pas mon run, je fais pas mes tâches, et cetera et ça va me retarder et je pense que ça, c'est une vue qui est complètement biaisée, que si tu regardes au long terme, finalement, produire de la documentation, c'est un gain de temps et ça te permet à toi, à ton toi du futur, de pouvoir revoir comment tu as fait les choses et surtout aussi, pour l'onboarding, quand ta boîte se développe, peut-être va-t-elle arriver au statut de scale-up et que tu vas onboarder à tour de bras. Et bah, si tu as pas de documentation, bon courage, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut le faire très vite. Et j'avoue que chez Asphalt, ça, même si j'avais pris mon bâton de pèlerin, faut croire que je m'étais peut-être pas très bien pris au début. Mais là, ça commence à arriver, la culture cette année est en place et tout le monde documente et ça fait plaisir.
Et tout le monde surtout est convaincu de l'intérêt de produire de la documentation. L'outil qui a réussi à faire un consensus, c'est Notion en l'occurrence, tu vois? C'est un peu comme dans toutes les startups. J'avais tenté d'autres sujets, enfin d'autres, projets là, d'autres outils, mais ça avait pas bien pris et c'était un échec, on va dire, clairement. Mais Notion, ça commence à le faire et c'est désormais acquis que quand il y a un process, il doit être documenté, il doit être référencé quelque part et dans Notion en Et c'est l'occurrence. hyper difficile de faire de la documentation dans un univers, qui est mouvant? Parce qu'au début, tu navigues un peu à vue et toutes tes Ouais, ouais, décisions, tu les remets en carrément, question, quoi. carrément. Carrément, mais ça n'empêche pas que même si c'est, hyper sibyllin, ta doc, elle existe et après tu vas la faire évoluer, quoi. Plus tu vas forger tes convictions par rapport à ton marché parce que tu découvres beaucoup et peut-être on pourrait parler de fail fast et cetera, tu vois? D'aller vite confronter ton idée, par rapport au marché et d'en tirer les enseignements. Donc tu vas faire voilà, tu vas avoir un avis de plus en plus pertinent normalement, hein, dans ton business et voilà, tu vas compléter ta doc au fur et à mesure. Mais je pense que si tu as pris l'habitude de le faire, tu as tout gagné, quoi. C'est vraiment une plus-value d'avoir une base documentaire. Enfin, je sais que tu es convaincu aussi, hein, Ludo, je sais pas si je suis convaincu, mais c'est vraiment une richesse dans une Bah, entreprise, quoi j'en suis convaincu, et à tous les niveaux. mais pour le Mmh. coup, nous, je pense qu'on a enfin, mea culpa, on n'a pas réussi à bien le faire, quoi. C'est quelque chose, qui est hyper dur. Chaque équipe a ses propres outils de doc et tout ça, quoi. C'est vraiment, C'est sympa. difficile, Mmh. ouais. C'est un sujet, ouais, ouais, c'est un vrai sujet, hein. Je plus sois totalement. Donc, tu as parlé de fail fast. Donc, derrière le fail fast, c'est essayer des trucs. Et derrière essayer des trucs, il y a la notion de roadmap. Toi, il y a des Ouais. fondateurs, il y a toi et puis, ça veut dire que tu as le rôle de product manager aussi finalement un petit peu? Ouais, c'est un peu, je pense pas, ça doit être le cas toujours dans les petites entreprises où la personne tech, elle doit avoir, s'il y a pas de PO, de PM, tu vois, ce genre d'équipe produit mis en place, forcément, ça va être à la personne, qui s'occupe de la tech de prendre ce rôle-là ou peut-être au fondateur, enfin, ça peut être un rôle, partagé, j'ai envie de dire. Hem Et je pense que au début, il faut vite aller confronter, et ça, c'est, peut-être, ça me fait penser à un truc, il faut accepter de pas sortir, comment dire? Done is better than perfect, quoi. C'est-à-dire qu'il faut accepter sortir des choses qui sont pas forcément nickel, shiny direct, mais ça te permet d'aller au moins confronter ton idée par rapport au marché, d'en tirer les enseignements et ça, c'est hyper bénéfique dans le cycle, qu'on évoquait là. Et ça fait partie un petit peu de POPM, c'est-à-dire de sentir, quels sont les points de frustration par rapport à tes clients, ou tes utilisateurs, d'aller vite confronter et ça, c'est quelque chose que peut-être j'avais du mal au début. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais toujours, l'impression que c'était pas suffisamment fini, quoi. J'avais toujours envie de compléter et d'aller améliorer. Or ça, c'est pareil, c'est un travers, hein, il faut le combattre au début pour aller, accepter de dire: «Bon, bah, voilà, c'est pas fini, mais au moins, ça ressemble à quelque chose et ça fait à peu près la fonctionnalité que je voulais. Je la livre et j'en tire les enseignements» et combien de fois tu t'aperçois que les idées que tu t'étais faites, bah, en fait, elles sont complètement en décalage total par rapport à ce que veut l'utilisateur, le client. Donc ça, c'est voilà le cycle court, fail fast et make it works, make it fast et après make it right, quoi, mais dans ce sens-là, quoi. Ouais, OK. Pas besoin de et Je sais même plus quelle était ta question initiale, non, non, mais 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 je crois mais le que fait qu'on ouais. on a cette espèce de rôle un peu hybride de product manager et la personne qui va en plus le coder derrière et ça veut dire que tu vas resetter un truc que tu as toi-même, développé et dont tu as toi-même potentiellement écrit les specs. Est-ce que tu as un outil à conseiller au début, parce que c'est pas ton métier à la base, PM quoi, je sais pas, te tenir une petite roadmap ou un truc comme ça? Tu faisais ça comment? Hem, alors, j'ai mis en place assez rapidement un outil qui permet de consigner les demandes, tu vois? Enfin, on est une petite équipe technique chez Asphalt, on est 2 permanents et on fait bosser des freelances. Donc tu vois, j'allais pas sortir un Jira ou des trucs comme ça, ça n'avait pas de sens. Je sais que tu es un grand fan de Ouais, Jira tout le aussi. monde est grand fan de Il y a Jira. certainement plein de jeux ah oui, je pense que là, j'ai trigger quelque chose chez les gens qui écoutent peut-être en disant Comment Jira. comment ne pas l'aimer? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup de souvenirs. Non, blague à part, j'ai mis un outil de recueil de demandes, qui s'appelle Feature Request, je sais plus exactement mais en gros, ça permettait de consigner les demandes. Parce que ça, c'est pareil, au début, en fait, je recevais des demandes par Slack, par email,
par SMS, par, tout ce que tu veux, tous les médias possibles et en fait, ça devenait ingérable et là, au moins de faire converger le tout, vers une, plateforme commune. Donc ça peut nous, c'était plus en interne, mais tu peux l'ouvrir également pour tes utilisateurs, tes clients et ça, je trouve que c'est assez cool parce qu'en plus, les gens peuvent voter généralement sur ce genre de choses. Donc ça te permet d'être en contact, réel avec, ce que veulent tes clients et d'en déduire une roadmap quoi, qui est, pertinente pour le coup, OK. qui est pas forcément à côté de la plaque. Heu, Nous, on utilise voilà. un outil qui s'appelle, Ça c'est chez Canny chez nous, vas-y? qui est ouais, Canny? Canny, Ouais. qui est pareil, les clients peuvent eux-mêmes faire des demandes et c'est remonté, centralisé, voilà. Et en interne, on a un Ouais, ça Google Form, c'est hyper simple où OK. toutes les équipes peuvent faire, des demandes qui sont étudiées une fois toutes les 2 semaines, en réunion, pour, statuer de la pertinence ou de l'urgence de la demande, quoi. Et ça, c'est un truc que tu as mis en place rapidement? Le Google Form, Ou ouais, ouais, très vite. ouais, OK, ouais, ouais, en fait, je pense que Par contre, Canny, c'est venu c'est un après, truc vraiment dans l'accompagnement client, quoi. OK. Ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut mettre, assez rapidement en place, c'est-à-dire un truc pour, en tout cas un process pour recueillir les demandes et pas que ça parte dans tous les sens parce que tu es vite débordé et ça peut être dans plusieurs, vecteurs différents et après tu t'en sors enfin tu les retrouves plus et pour construire une roadmap derrière, c'est bon courage, quoi. Bon. Et après on pourrait parler de méthodologie, comment tu priorises et tout ça, bon bref, c'est un autre sujet, quoi, mais Bon, mais c déjà avoir de la matière, ça permet de la prioriser, quoi. bon, mais ça veut dire que tu fait de l'infra, CI/CD, tu as fait, du développement, tu as fait de l'API, sûrement un peu de front, tu as mis des outils business en relation, tu as réfléchi au modèle, tu as réfléchi aux remontées produits, à l'urgence. Mais comment fait-il? C'est sûrement ce que les gens se disent en disant: «Bon, bah, en fait, je vais pas me lancer là-dedans parce que je sais pas tout faire», tu vois? Est-ce que, tu sais tout faire? Quand tu sais pas tout faire, comment tu fais? Ouais, bah, ça, non, je sais pas tout faire, hein, loin de là. Et ben il faut se faire accompagner, hein. Faut pas avoir honte de dire: «Je sais pas faire» et je pense qu'il faut être transparent. Tu On parlait des cofondateurs, avec les gens qui t'entourent pour dire: «Bah, écoute, ça, je connais pas bien, je vais perdre du temps à monter en expertise dessus, ça sert à rien. Faut que je m'entoure, quoi. Faut que je me fasse aider, voilà, que ce soit par un freelance, une ESN». Et tu peux pas tout faire et ouais et d'ailleurs, il faut qu'on déconstruise ensemble ce mythe du super développeur qui va tout faire. Ce Très certainement, il va le faire mais il va partir en burn-out, dans 8 mois, quoi. Donc Et puis il va le faire mal, vigilance là-dessus, accessoirement. quoi, ouais. Ouais, il va le faire mal et forcément, tu peux pas être bon partout, c'est impossible. Mais non, il faut accepter de pas savoir faire et c'est vrai que ça aussi, pareil, c'est peut-être un travers personnel. J'avais tendance à vouloir faire les choses, tout seul, tu sais, aller, dire: «Bah, ça, je peux regarder», mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Tu te rends compte que tu as tellement de choses à mettre en place. On va parler de tout cet écosystème d'outils, il y a un moment, tu peux pas répondre à tout et en plus, voilà, tu peux pas être expert dans tout et c'est bien normal. Et donc, tu recrutes. C'est quoi, le la personne q quels sont les critères de recrutement? Alors, moi, j'ai de tout temps, misé sur, les soft skills, l'humain, plus que sur les tech skills. Alors OK, tu recherches dans un poste, une fiche de poste des compétences, mais et je pense que c'est encore plus critique, au début, d'avoir un team fit, donc de miser sur l'humain, quitte à accompagner la personne pour qu'elle monte en expertise sur telle ou telle techno ou si on parle d'un profil tech. Une seule ligne: «Veux bien bosser avec moi». Heu Ouais, non, ou avec l'équipe et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu vas certainement passer des moments pas toujours faciles, on n'a pas parlé d'effectivement des différentes étapes de ce genre de projet qui s'appro enfin c'est de l'entrepreneuriat, hein, quasiment donc tu vas avoir des moments où ça va bien se passer, d'autres où il y a un peu de tension et l'humain il est capital à ce moment-là, quoi, et c'est ce 1er noyau dur où le team fit il doit être, quasiment total, quoi. Parce qu'aux premières difficultés, sinon le bateau va prendre l'eau et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Ça agit un peu comme une caisse de résonance, en fait, les moments où ça va pas bien parce que soit les gens se rapprochent, soit les gens s'éloignent, quoi. Les antagonismes se révèlent un peu, quoi. Et Heu, et puis, comme tu disais voilà. tout à l'heure, c'est des phases où, potentiellement, tu peux passer plusieurs semaines à vraiment coder et c'est vraiment cool. Mais ça veut dire que tu es en collaboration étroite avec une ou 2 personnes et si humainement ça se passe pas bien, c'est vachement dur, quoi.
Bah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est sûr et puis, on l'a pas évoqué, je pense, mais quand on s'engage sur ce genre de projet, effectivement, tu sais que tu vas devoir, charbonner un peu, quoi. Il y a rien à faire, tout est à faire donc enfin, il y a rien à faire. Il y a rien n'est fait, pardon. Tout est à faire du coup, ouais, effectivement, c'est dense, quoi. C'est même en termes de charge mentale, c'est difficile de décrocher parce que tu as toujours un truc qui tourne en tâche de fond et ouais, ouais, donc c'est pour moi, c'est capital, l'humain. Moi, je même dans une grande entreprise, hein, je pense que c'est hyper important et que il faut miser là-dessus, je suis intimement convaincu de ça. Mais d'autant plus quand c'est les premières phases d'une entreprise où là, ça veut c'est capital. Bon, tu sous-entends que, les premières semaines, premiers mois, années de d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça, on en entend assez rarement parler. J'en profite, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais si vous pouvez, il y a une conférence de Céline Louvet, Highway to Fail, qui a été jouée au DevFest Lille, qui parle de tout ça et qui parle de son aventure entrepreneuriale en tant que tech, comme nous et avec, on reconnaîtra plein de choses qu'on a évoquées là pendant le podcast. Mais humainement, c'est quelque chose qui est hyper fort, qui peut amener avec à des hauts et des bas, très, très forts. Quels sont les conseils autour de ça pour toi? Comment tu gères cette situation? Bah, il faut être, je l'ai pas encore regardé la conf, tu me l'as conseillé, il va falloir que j'aille regarder ça urgemment. Bah, je pense qu'il faut être conscient de ça déjà. D'une part, c'est pas une promenade de santé quoi, écrire les premières pages, les premiers chapitres d'une entreprise, parce que tu auras des hauts et des bas, il y a forcément mécaniquement du boulot, rien n'est établi, tout est à faire. Donc tu vas passer certainement beaucoup de temps, un peu plus que dans une boîte où tu es un petit peu, pépère tu bosses depuis 10 ans, ça c'est une évidence et peut-être qu'on n'appuie pas assez là-dessus. Et ça, en avoir conscience, ça te permet, peut-être de détecter des signaux d'épuisement intellectuel ou physique et cetera. Et je suis passé par là cette année. J'ai eu l'occasion aussi de faire un burn-out dans une précédente expérience, professionnelle. Donc voilà, tu vois, j'ai un petit peu des repères, des choses qui me peuvent mettre un flag rouge en disant ou orange au moins en disant: «Attention, là, tu vas peut-être un peu trop loin» et ouais, il faut savoir aussi je pense que on revient à l'humain, mais dans un contexte bienveillant, tu dois pouvoir parler de ces choses-là en disant: «Bon là je perds pied, faut que je ralentisse un peu quoi» Ce qui est difficile, c'est que dans ces et moments-là, si toi tu perds pied, tu as toujours l'impression que, les autres, c'est peut-être pareil et tu peux pas les lâcher et donc tu culpabilises un petit peu et en fait, c'est tout le monde qui bien sûr, ouais. tout le monde est un peu dans la même situation, mais c'est aussi en parlant que tu décharges ça, quoi. Tout le monde essaye de trouver des solutions, Bah, il faut accepter d'appeler, à l'aide ou, bah, on parlait tout à l'heure de se faire entourer, tu vois? Pour, en cas de ouais, oui, de se faire aider en tout cas, pour construire la tech. C'est pareil pour l'humain quand tu vois que tu dois pouvoir être dans une entreprise où tu as le droit de dire ça, quoi. Ça me semble, non négociable. En tout cas, c'est un critère pour moi, d'une entreprise qui est à peu près, saine et bienveillante. Même si bienveillant, des fois, c'est un petit peu, bon, un peu dévoyé comme terme. Mais en tout cas, dans un climat où tu dois pouvoir parler, avoir ce niveau de transparence avec les gens, qui t'entourent au quotidien, quoi, dans cette aventure entrepreneuriale. Et ouais, je pense qu'il faut faire déjà, bon, pour résumer, c'est il faut le savoir que c'est pas une promenade de santé, c'est clair. Le roller coaster émotionnel, tu vas le vivre, c'est obligatoire. Enfin, je m'imagine pas comment ça va pas se produire et que, il faut être vigilant aux signes, d'épuisement ou et pas se cramer, quoi. Savoir dire, ne ralentir ne veut pas dire s'arrêter totalement, mais identifier des moments où tu vois que tu commences à décrocher un peu et voilà, la terre va pas s'arrêter de tourner, quoi, et on en revient au début il de la faut être discussion généralement on en revient au début de la discussion finalement où tu disais que il faut se construire un cadre technique où tu sois à l'aise, tu vois? Que tu as CI/CD, que tu été, tu ton code où tu connais, mais ça fait partie ah aussi de ta ouais, sérénité bah, mentale, quoi. ah beh, clairement, je pense que si en plus de ça, si tu te sens un peu cramé et qu'en plus, si tu es pas là, la prod elle tombe, bah, voilà, bah, tous les choix que tu n'as pas fait au début, tu les payes cash, au moment où tu vas pas bien, quoi. Ou l'équipe ou quelqu'un de l'équipe va pas bien, c'est pas forcément toi, mais voilà, enfin, typiquement, ça t'apporte de la sérénité, ce genre de choses, enfin des choix qui sont assez structurants, qui t'apportent de la qualité et c'est un gain de temps tout simplement, de la stabilité et cetera.
là-dedans, dans ces moments-là, ça me semble, un game changer, quoi, clairement. C'est Bon, à ce moment-là que tu te dis: «Ouais, j'ai fait les bons choix», quoi. En plus, c'est bon, on va essayer de pas terminer sur une note, ouais, une note émotionnelle, trop décidé. difficile. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui quand même est hyper enthousiasmant dans une aventure comme ça et si tu devais résumer ça en quelques mots, toi, tu y es allé pourquoi? Moi, j'y suis allé, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, le sens, i je sais quel est le projet d'Asphalt et j'y adhère. Ça, c'était, le number one pour moi. Après, il y avait, effectivement, c'est hyper enrichissant d'avoir une carte blanche et hyper stimulant intellectuellement. Enfin, c'est top, avec tous les, bémols qu'on a pu, lister à l'instant. Ça, mais bon, c'est vraiment, vraiment stimulant intellectuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire à vivre une fois, quoi. Hem, ah putain, Ludo, j'ai encore perdu le fil. Bah, tiens, moi, je voudrais rajouter un truc. Tu dit quoi? Tu Je Ouais, vais en profiter. vas-y. Il y a un point que je trouve hyper important, c'est que quand on travaille dans une très grosse structure, des fois, on a l'impression d'être un peu un maillon de la chaîne oublié. Qu'on soit là, qu'on soit pas là, Mmh? personne s'en rend forcément compte et il y a un côté un peu Ouais. triste à ce truc-là. Moi, je voudrais dire que dans une petite structure, tu as vraiment ce truc de constru tu peux pas te cacher. Tu vas faire une fonctionnalité, si les clients l'adorent ou si la boîte l'adore et ben, c'est un peu grâce à toi et tu es hyper content et quand il y a des bugs, en fait, les bugs, c'est toi qui les as codés et tu as pas fait exprès, mais il faut aussi les assumer. Tu assumes et tes réussites et tes échecs en tant qu'équipe et c'est hyper gratifiant et tu peux pas te sentir inutile dans une boîte comme ça. C'est pas possible. Ouais, bah, écoute, je souscris à nouveau, tout à fait à ce que tu dis. C'est-à-dire que par rapport à mon ancien taf, tu vois, c'est peut-être moins exigeant techniquement, mais clairement, de fait de toucher, et d'apporter des choses, de contribuer vraiment en fait, à ce qu'utilisent tes clients, utilisateurs et cetera, c'est hyper satisfaisant, quoi. Ça apporte énormément et pareil, on revient à la notion de sens, hein. Hem, de pouvoir, voir concrètement, ce que tu as apporté, à l'aventure, au quotidien, je pense que c'est pour ça que tu as plein de développeurs qui claquent tout, qui deviennent menuisiers parce que clairement ou je sais pas, ce genre de tâches, tu vois vraiment où tu vois ce que tu fais, quoi. C'est hyper pour moi, enfin vraiment enrichissant, et stimulant, quoi. Ouais, C'est je suis top. complètement en phase. Bon, j'espère que tout ça vous aura donné une vision un peu plus claire de ce qu'on attend de vous, si vous rejoignez une aventure entrepreneuriale, de vraiment cette richesse, et technique et humaine que ça peut vous apporter, avec, tout ce que ça implique. Pour, conclure, Alex, je te demanderai des petites recommandations, donc, culturelles d'abord. Bah, évidemment, il faut lire Dune, tu sais? Tu connais mon amour pour cet univers. C'est un petit peu un running gag entre nous 2, pour vous expliquer. Donc évidemment, il faut lire Dune. Outre ça, il y a Le Problème à 3 corps aussi qui a été adapté sur Netflix et le bouquin, il est fantastique. Je recommande, je l'ai lu, je l'ai découvert trop tard ce livre. J'encourage tout le monde à aller le lire. Et puis en podcast, moi j'aime beaucoup les podcasts, de France Culture, notamment de vulgarisation scientifique, qui s'appelle, aujourd'hui cette saison, c'est, La science c'est QFD, qui était la méthode scientifique par le passé. Et il y a toujours la conversation scientifique, d'Étienne Klein qui est toujours, très enrichissant, à bien des égards. OK, cool. Et un petit estaminet, petit moment promo, je fais un site qui s'appelle estamitech.fr où je liste tous les estaminets qu'on m'a recommandés. Si vous êtes amateur, de petits repas entre collègues, entre midi et 2, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc qu'est-ce que tu recommandes? Alors moi j'en ai 2. De l'époque où j'étais chez Scaleway, on allait souvent à l'Endroit qui est à côté de la rue nationale à Lille, qui est plus une brasserie qu'un estaminet finalement, mais c'est un endroit, si vous aimez les Welsh et la bière, ça va bien se passer. Habitant la frontière belge, il y en a un à côté de West, enfin de West-Outer même, je crois, qui s'appelle In the Swan. Ça fait un petit moment, alors je sais pas l'accent flamand, hein, vous m'excuserez. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais c'est un très, très, très bel endroit, très belle adresse. OK, merci beaucoup. Écoutez, je te remercie énormément.
Alex, c'était Et merci à toi, Ludo. hyper enrichissant. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, comme toujours, des commentaires, si vous avez envie de participer. J'ai eu pas mal de retours ces derniers temps et ça fait vraiment très, très plaisir. Si vous êtes curieux, j'ai écrit aussi un petit article de blog sur, qui va résumer, qui résume, les vues, les outils que j'ai utilisés pour, faire le podcast et pourquoi je les ai utilisés. Voilà. On se retrouve pour un prochain épisode, je ne sais pas quand, ça sera la surprise. Et sur ce, à bientôt tout le monde. Salut! Merci les Tech.